Le mouvement des Gilets jaunes effrayant l'État français selon certains de ses militants et sympathisants, il est naturel que l'organisation d'un attentat sous faux drapeau, false flag en anglais, soit attribuée à l'Élysée par ces derniers. D'aucuns sceptiques n'ont pas froid aux yeux, avançant que le président conspué par une bonne partie du peuple dans la rue, encore plus depuis ses derniers discours, a orchestré l'attentat de Strasbourg dans le but de détourner l'attention. Un peuple dans la rue, excédé par la politique dont il ne s'occupe pas jusqu'à ce que celle-ci l'excède. La fusillade alsacienne aura ramené à la réalité beaucoup de rêveurs fantasmant sur une fin avortée du terrorisme global. Cherif Shekat, soldat du califat selon l'État islamique qui revendique l'attaque de manière opportune selon l'analyse initiale de certains spécialistes, la suite les contredisant, Strasbourgeois de 29 ans condamné à 27 reprises et fiché S. Au numéro inconnu, la fiche S étant régie par une nomenclature allant de 1 à 16, a ouvert le feu mardi 11 décembre au soir en plein cœur de l'historique marché de Noël de la capitale du Grand Est. L'attaque est symbolique et l'effigie soigneusement choisie. Le marché du Christ strasbourgeois, ou Christ Kindelsmark en dialecte alsacien, l'un des tout premiers d'Europe et le plus ancien de France, ouvert en 1570. Bilan de l'attentat, 3 morts et 11 blessés, dont 2 graves, parmi eux Kamal Naqshband, un musulman garagiste d'origine afghane, fréquentant la mosquée Eyüp Sultan gérée par le Miligorus, mouvement proche du président turc Recep Tayyip Erdogan. S'ensuivit une cavale de 3 jours, se concluant par la neutralisation de l'assaillant du 11, rue de Lazaret, dans le quartier du Neudorf, où il s'était initialement retranché. Ce sont des membres de la brigade spéciale de terrain, BST, et non des forces d'élite, qui ont abattu Shekat, lequel avait ouvert le feu sur ces derniers lors de son interpellation selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, tireur aperçu préalablement tentant de pénétrer, blessé par un militaire de l'opération Sentinelle, dans un hall d'entrée. La fuite en taxi du jeune homme et sa confession au chauffeur du véhicule arguant « J'ai fait ça pour venger les frères en Syrie » a, entre autres, romancé l'affaire, alimentant les assertions complotistes les plus farfelues. Le violent retour à la réalité. C'est toujours ainsi qu'un attentat terroriste est perçu. Dans un contexte de contestation populaire romancée sur fond de mouvement social, une telle affaire titille l'imagination des adeptes du scepticisme de l'information. Les réseaux sociaux, creusets contemporains du conspirationnisme et véritable laboratoire des théories les plus excentriques. L'acte 4 des Gilets jaunes ayant engendré, à l'époque, une réponse présidentielle insatisfaisante, l'attentat tombait, alors, à point nommé pour étouffer le mouvement selon les défenseurs de telles théories. Le profil du suspect, similaire à ceux des terroristes précédents, vient tutoyer le questionnement classique des détracteurs de la version officielle. Comment un individu condamné 27 fois pour des faits de violence liés au grand banditisme, faisant l'objet d'un fichage et donc surveillé par les services de renseignement, a-t-il pu, une fois de plus, échapper au radar ? Comble de l'histoire, le jeune homme était recherché pour cambriolage et tentative d'homicide, échappant à une visite de la police à son domicile le matin de l'attentat. On ne nous dit pas tout, scande-t-on ici et là. Comparaison est faite avec l'affaire Kouachi, initiant la nouvelle génération d'attentats multiples frappant la France. En effet, la présence de la carte d'identité de l'aîné Kouachi dans l'un des véhicules utilisés par les assassins de Charlie est un élément douteux des plus exploités par les conspirationnistes. Là où les terroristes font preuve d'un manque de professionnalisme, les complotistes y voient la marque de l'État. A contrario, les investigations progressant, le spécialiste Wassim Nasr s'exprima ainsi au sujet de la revendication de l'EI, prenant le contre-pied de beaucoup. Il n'y a pas de revendication opportuniste. L'État islamique dit à ses aspirants djihadistes « Commettez des attentats avec des couteaux, des voitures, dites que c'est en notre nom et nous revendiquerons derrière. » Dans le cas de Strasbourg, Cherif Sheikhat, en arabe, Shekat, a affirmé au chauffeur du taxi dans lequel il est monté qu'il avait tué des gens pour nos frères morts en Syrie. Il y avait suffisamment d'éléments qui correspondent avec l'idéologie de l'État islamique pour qu'il revendique l'attaque. L'État islamique dit même à ses aspirants de ne pas entrer en contact avec lui avant les attaques, car cette communication peut aider les services de sécurité à déjouer leurs opérations. L'organisation s'adapte toujours à la contrainte sécuritaire des pays où elle attaque. Fin de citation. Le terrorisme est une stratégie de guerre. Celle-ci est utilisée par nombre d'acteurs politiques. Narcotrafiquants, sionistes, communistes, islamistes, démocrates et bien d'autres. La menace terroriste islamiste du XXIe siècle est l'une des plus importantes en termes d'étendue et de capacité, mais loin d'être l'unique.
Nombreux sont ceux qui font preuve d'une insouciance chronique, imaginant que le terrorisme islamiste est vaincu, la seconde guerre civile irakienne officiellement achevée. Ce que ces derniers n'ont nullement saisi est que l'outil politique que constitue le terrorisme, quel que soit celui qui l'emploie, ne dépend aujourd'hui plus d'une organisation en particulier. Dans le cas du terrorisme d'obédience islamiste, nous sommes à un moment de l'histoire où ce dernier est agité comme un drapeau par diverses parties. Ainsi, la fusillade de Los Angeles du 1er octobre 2017 ayant causé la mort d'au moins 59 personnes et fait presque 851 blessés, s'inscrit dans cette logique de revendication d'opportunité. Un homme à la retraite, Stephen Craig Paddock, armé d'une douzaine d'armes semi-automatiques modifiées chacune par un bump stock, accessoire sous forme de crosse amovible solidaire de la poignée, donnant à une arme semi-automatique une capacité de tir proche de celle d'une automatique, a ouvert le feu pendant 10 minutes sur une foule massée pour le Route 91, festival musical en plein air de Los Angeles. Le tireur était posté au 32e étage de l'hôtel Casino Mandalay Bay Resort and Casino, un bâtiment de luxe de 39 étages. L'organisation État islamique, via son agence médiatique Amaq, revendiqua l'attaque, contredite par le FBI n'établissant aucun lien entre Paddock et le milieu terroriste. À l'exemple de l'attentat au couteau à la gare Saint-Charles de Marseille commis à la même date, la fusillade de masse de Los Angeles fit l'objet d'un scepticisme des spécialistes de la question. Ceci amène à une réflexion pertinente concernant les complotistes. Plutôt que spéculer sur une affaire comportant certes de nombreuses zones d'ombre, ces derniers devraient se pencher méthodiquement sur la complexité de cette dernière, y concentrant leurs efforts pour rétablir la vérité, éléments à l'appui. L'attaque de Strasbourg s'inscrit donc dans la lignée des attentats cités ci-avant, et cela constitue un signal fort, qu'importe l'obédience et le commanditaire, bien loin des fantasmes orientalisants de Gilles Kepel et Éric Zemmour, le terrorisme menace continuellement la société civile.